retrouvons aujourd'hui pour découvrir ensemble un nouveau chapitre. J'ai mis un petit peu de temps à préparer ce chapitre car il est très important pour l'année prochaine et j'aurais aimé qu'on l'aborde une fois de retour en classe. Comme la perspective de la reprise est un petit peu floue, voilà, je commençais à me dire que ça tardait trop et je voulais pas passer à côté. Voilà, soit le faire très vite en classe dans des conditions qu'on ne connaît pas encore, soit ne pas le faire, donc c'était pas envisageable. Donc vous avez aujourd'hui ce chapitre qui va se diviser en deux parties, en deux vidéos étalées sur 1 ou 2 semaines. En gros, soit en fait on se retrouve la semaine prochaine et à ce moment-là je vais vous mettre les 2 vidéos cette semaine, comme ça on fera un petit peu un débriefing sur la vidéo, sur le chapitre, soit on se revoit pas encore la semaine prochaine et du coup j'étalerai les 2 vidéos, comme ça vous aurez un petit peu de travail sur 2 semaines. Donc nous allons commencer. Vous prenez votre cahier partie Histoire et vous notez à la suite en rouge, chapitre 7, la Troisième République. Vous sautez une ligne en noir, problématique. Comment la République s'installe-t-elle en France? Alors, vous ne vous inquiétez pas par rapport au titre, j'ai laissé chapitre 7 alors que l'on n'a pas abordé dans votre cahier le chapitre 6 sur le droit de vote, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas un oubli de ma part, seulement on avait déjà abordé pas mal la notion de droit de vote dans le chapitre sur la citoyenneté, et puis d'autres chapitres aussi avant en histoire, donc voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour aborder l'année prochaine sur cette notion, pas d'inquiétude à ce sujet-là. J'aimerais que l'on s'attarde un petit peu sur 2 frises chronologiques pour travailler sur les grands repères historiques et pour vous entraîner à mieux vous repérer dans le temps. Celle que vous voyez sous les yeux est un petit peu originale, puisque elle serpente. D'habitude, vous avez des frises chronologiques qui commencent à gauche, qui se terminent à droite, tout va bien. Là, elle commence bien à gauche, elle va bien vers la droite, puis hop, elle repart à gauche, puis elle repart à droite. En fait, l'intérêt, c'est simplement qu'on veut représenter des faits qui ont duré très peu de temps. Donc ici, par exemple, on a de 1792 à 1804, on a la Première République. Ici, on a à peine 4 ans de... oui, c'est ça, 4 ans de République. Donc en fait, ces événements-là, ils sont assez courts, et donc pour bien les représenter, on est obligé du coup d'étirer les périodes qui, elles, ont été plus longues, notamment la monarchie, euh, qui d'ailleurs commence bien avant 1700, hein, mais là ils n'ont pas tout fait. Mais ici on a la prise de pouvoir de Louis XV, donc vous avez une frise qui est proportionnelle au niveau des dates. Le chapitre qu'on aborde aujourd'hui, c'est un chapitre qui s'intitule la Troisième République. Donc comme son nom l'indique, nous allons étudier un régime politique, le régime républicain, troisième du nom. Si vous avez bonne mémoire, vous vous rappelez que nous avions évoqué la Première République, donc écrit ici, la Première République lors de la Révolution française, mais celle-ci avait légèrement dérapé quand les républicains se sont dit qu'il était normal de couper la tête de toutes les personnes qui avaient des doutes sur leur régime politique. Suite à ce léger dérapage, le régime républicain n'était pas forcément bien vu, on se demande pourquoi, et on a quand même une petite tentative, tout de même, en 1848, avec un record de longévité jusqu'en 1852, à savoir 4 ans. Donc entre-temps, vous voyez sur la frise qu'il y a eu une parenthèse, on va dire monarchique, avec soit un empereur à la tête du pays, soit un monarque. En 1852, Louis-Napoléon Bonaparte va faire un coup d'État, et il se fait couronner empereur, donc avec le nom de Napoléon III. Alors, vous allez me dire, oui, mais entre Napoléon Ier, à savoir le Premier Empire, et Napoléon III, où est passé Napoléon II? En fait, Napoléon II n'a jamais régné, puisque il est mort à 20 ans, et c'était à un moment donné où Napoléon Ier avait était en mauvaise posture, donc il est décédé avant d'avoir régné, et puis Napoléon III, qui est le neveu de Napoléon Ier, par respect, par hommage, en hommage à l'aiglon, c'est-à-dire au fils de Napoléon Ier, il a pris le numéro 3. Bref, nous arrivons à la Troisième République, qui est l'objet de notre cours d'aujourd'hui.
ici les événements principaux qui émaillent la Troisième République. Ici, vous avez donc une frise chronologique que vous avez l'habitude de voir, puisque c'est une grosse flèche qui part de gauche vers la droite, avec des périodes inscrites, 1870, 80, 90, 1900, 1910, et à l'intérieur de la frise, de manière bien lisible, vous avez des gros points rouges qui vont vous donner des dates, des événements, et des traits violets qui vont, eux, insister sur des périodes. D'accord? Un point égale une date. Bon, alors là, il y a deux dates, mais franchement, 1881, 1882, on peut pas vraiment parler de période, hein, c'est la même année, on va dire. Et donc les points des événements et les traits des périodes. D'accord? Donc là, on a un trait, c'est de 1876 à 1879. Et ici, on a l'affaire Dreyfus, dont on parlera dans la deuxième vidéo, de 1894 à 1906. L'objectif, pour moi, c'est pas de vous présenter la frise que vous allez devoir apprendre, hein. Le 19e siècle est une période extrêmement riche d'un point de vue politique, donc il ne s'agit pas de tout retenir. Par contre, je vais vous montrer avec cette frise un petit peu le déroulement du cours. Donc en fait, dans un premier temps, je vais juste prendre mon stylet. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser au début. Donc ça va être ce qu'on va aborder dans la première partie du cours. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est de montrer que les débuts de la République vont être très difficiles. Vous remarquez d'ailleurs le nombre d'événements en 1870, en 71, plein de choses qui se passent en 1871, puis 1875. Donc voilà, la naissance de la République, elle s'est faite dans la douleur et on va analyser de plus près comment ça s'est passé. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais changer la couleur de mon stylet. Dans une deuxième partie, on va parler de l'enracinement. Hop. Alors en vrai, on part plutôt sur les années 80. Voilà. Bon, les retraites, on va les prendre. Et puis, hop, on va englober tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on abordera dans un grand 2. Voilà, dans une deuxième partie. Donc en fait là l'objectif c'est de voir l'enracinement de la République qui va essentiellement passer par l'école. Donc ça c'était l'objet de la vidéo que je vous ai envoyée la semaine dernière. Et donc je vais aller assez vite en fait dans ma vidéo sur le grand 2 puisque la vidéo proposée par Lumni, par les deux profs d'histoire, était voilà, très bien faite. Ils ont donné énormément d'éléments avec des documents bien choisis et bien expliqués, donc ça va me faire gagner du temps en fait sur moi, ma propre vidéo. L'objectif c'est vraiment que vous compreniez qu'en fait tout ça c'est pas fait du jour au lendemain pour la République, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'elle fasse grandir des enfants dans l'idée républicain et que ces enfants devenus adultes soient convaincus que le régime républicain était le meilleur. Et enfin, la troisième partie, bon ici qui se résume simplement à l'affaire Dreyfus, mais en fait il y a d'autres problèmes qui vont se poser. Donc la troisième partie, hop, un petit 3. Donc ça, c'est ce qu'on abordera dans la deuxième vidéo. C'est les crises rencontrées par le régime qui vont le fragiliser jusqu'à son effondrement et le changement non pas de régime, mais en tout cas de constitution pour la République. Donc ça, on le reverra dans la deuxième vidéo. Et surtout, vous le reverrez l'année prochaine. Ce chapitre, il est vraiment important car il va nous permettre de comprendre l'état d'esprit des Français à l'entrée dans la Première Guerre, mondiale, et surtout, ça va vous permettre de faire le lien avec deux gros chapitres de troisième et de terminale. Bon là je prends un peu les devants, mais bon pour ceux qui auront en terminale générale, voilà, ça vous servira, vous pourrez ressortir vos cahiers. Donc en troisième et en terminale, les chapitres qui sont assez costauds, c'est sur la 4e et la 5e République. C'est des chapitres qui sont souvent mal aimés par les élèves, car ils ont des lacunes en fait.
C'est-à-dire que comme ils n'ont pas bien vu le chapitre sur la Troisième République en fin d'année scolaire, parce que même hors contexte du confinement, c'est souvent un chapitre qui est quand même un petit peu laissé à l'abandon parfois, parce que fin d'année. Et donc, bref, tout ça pour dire que comme ils ont pas forcément bien vu ce chapitre, ils ont du mal à aborder le chapitre sur la quatrième, et encore plus sur la Cinquième République. Voilà, je pense que je vous ai convaincu que ma vidéo était importante et qu'il fallait continuer à la regarder. Donc on passe à la suite. Grand 1, stylo rouge. Les débuts difficiles de la Troisième République. Vous sautez une ligne et on commence par une définition du terme république, forme de gouvernement dans lequel les pouvoirs sont exercés par des représentants désignés par des citoyens. Donc en fait, la République, quand on vous dit que c'est une forme de gouvernement, ça veut dire que c'est un régime politique, c'est-à-dire que c'est une manière d'organiser un État. D'accord? La monarchie, c'était aussi une manière d'organiser un État, c'est-à-dire que c'est un monarque qui est à la tête de l'État. Lui seul peut désigner des ministres qu'il peut révoquer s'il ne les veut plus. La République, c'est une autre manière d'organiser les pouvoirs. Les pouvoirs vont être séparés et surtout ils vont être exercés par des représentants désignés par les citoyens, comme c'est écrit dans la définition. Ça signifie qu'en fait les représentants ont été élus par les citoyens. Vous avez un petit document chronologique à gauche, donc l'intérêt là, ça serait que vous mettiez pause et que vous répondiez aux questions tout seul, pour voilà, pour vous entraîner, toujours pareil, lire, réfléchir, faire fonctionner un petit peu ces neurones. Donc vous mettez pause et moi je prends la suite. Le document 1 est donc une chronologie, c'est-à-dire qu'en fait c'est une liste d'événements, de plusieurs événements qui ont été choisis en fonction de leur intérêt pour le chapitre, et vous pouvez remarquer que les 4 dates qui vous sont proposées sont très proches. C'est-à-dire que là, les événements se déroulent en moins d'une année. C'est-à-dire que ça commence à l'été 1870 et ça se termine en février 1871, donc quasiment 7 mois, 6-7 mois après le premier événement. Pour vous aider, je vais vous donner un petit peu de contexte. Donc en fait, le contexte, c'est l'ensemble des événements, l'ensemble de tout ce qui constitue un petit peu l'ambiance qui entoure un événement. Donc le contexte de cette date, du 19 juillet 1870, c'est que le trône d'Espagne est vacant. Il est vacant depuis quelques années, depuis 1868, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monarque. Or, il se trouve qu'un membre de la dynastie prussienne, de la famille des monarques prussiens, se porte candidat. Alors la Prusse, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est l'ancien nom que l'on donne à, on va dire approximativement, ce qui était l'Allemagne à cette époque-là. Donc, cette personne qui se porte candidat, ça ne plaît pas du tout aux Français, car ils craignent d'être encerclés, d'un côté au nord-est de la France par l'Allemagne, la Prusse en fait, et au sud-ouest par l'Espagne, parce que si c'est le même membre, enfin si c'est un membre de la famille de la Prusse, bah, ça veut dire qu'en fait c'est la même famille qui ont les mêmes intérêts. Donc ils pourraient se retrouver en France et puis se partager la France avec une guerre. Un ambassadeur français est donc envoyé pour demander le retrait de ce candidat. Au cours de l'entretien, l'ambassadeur obtient gain de cause, donc tout va bien. Sauf que le chancelier prussien, qui s'appelle Otto von Bismarck, avait bien remarqué que la France n'était pas du tout en mesure de remporter une guerre en cas de conflit. Du coup, lui, ça l'intéressait pas du tout qu'on tombe d'accord avec les Français. Et il a voulu déclencher un conflit, et pour cela, il y a une petite anecdote, c'est qu'il a fait envoyer une dépêche, c'est-à-dire un message il n'y avait pas internet à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone, tout ça, donc on envoyait des messagers qui répandaient très rapidement les messages pour que les gens les aient en premier lieu. Bref, donc ce personnage apporte la dépêche à Paris, et Bismarck, il fait écrire en fait que il laisse entendre que l'ambassadeur français a été humilié. Et il compte sur l'orgueil des Français pour se rebeller et pour réclamer
la guerre. Donc effectivement, l'opinion française a été choquée. Ils ont trouvé ça scandaleux que leur ambassadeur ait été maltraité, ce qui était faux, en fait, parce qu'il avait été très bien traité. Et donc, le 19 juillet, Napoléon III, lui aussi, en bon français, va déclarer la guerre à la Prusse. Alors ensuite, Bismarck, il avait bien vu, c'était un très très fin stratège, puisque en 2 mois, de juillet à septembre, l'affaire est pliée. C'est la capitulation de l'armée française. La capitulation, ça veut dire la défaite. Et puis non seulement c'est la défaite, mais en plus, l'empereur est fait prisonnier. Donc il faut trouver un nouveau régime politique. Lequel? C'est ça le problème. Parce que Napoléon III n'a pas de successeur, donc on se retrouve dans l'impasse. Et ça, c'est une des causes, des principales causes de la difficulté pour la Troisième République de se mettre, de s'installer. Donc on a un autre personnage, Léon Gambetta, qui 2 jours après, vous voyez, 4 septembre 1870, va proclamer la République. Et ce Léon Gambetta fait partie de ceux qui veulent continuer le combat jusqu'à la libération du pays. Donc il dit, en fait la guerre elle continue à ce moment-là. Napoléon III capitule, enfin l'armée française capitule, l'empereur est fait prisonnier, Léon Gambetta à Paris va proclamer la République devant l'hôtel de ville de Paris, mais il veut continuer le combat. Alors ici, vous avez une carte qui vous permet de mieux comprendre pourquoi la France craignait qu'un Prussien accède au trône d'Espagne. C'était pour vous faire comprendre ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais prendre le stylet. Ah, mince, j'ai fait un point rouge. Donc ici, vous avez le royaume de Prusse. Hop. Et de ce côté-là, vous avez l'Espagne. Donc si l'Espagne est dirigée par un Prussien, vous voyez que les intérêts des deux territoires pourraient très bien s'entendre pour attaquer la France qui se trouve au milieu. Donc l'Espagne, si elle décide d'envoyer des troupes ici, la Prusse des troupes ici, la France elle se retrouve prise en sandwich et elle ne peut rien faire. Donc ça c'était un intérêt géopolitique important, que la France ne soit pas encadrée par les Prussiens. Cette carte permet aussi de mettre en évidence cette zone rayée là, que vous avez vue dans la vidéo. Vous savez, c'était la fameuse tache noire sur le tableau du document, là c'était une peinture avec des écoliers qui regardaient une carte de la France et il y avait cette tache noire, ici qui est représentée en rayures. Donc la perte de l'Alsace et une partie de la Lorraine, alors attention, souvent on dit soit Alsace-Moselle, ce qui est le plus vrai, puisque la Moselle c'est une partie qui se trouve ici. Parfois vous entendrez l'Alsace et la Lorraine, mais la Lorraine elle n'est pas complètement annexée, il y a un petit bout qui reste en France. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel à conserver en tête, car ça va pouvoir vous donner des éléments de réponse à certaines questions que l'on se posera pour analyser les rapports entre la France et l'Allemagne au XXe siècle. Donc XXe siècle, c'est-à-dire programme de 3e, l'année prochaine. Passons aux questions, et je vous propose une correction pour celles et ceux qui ont fait les questions. D'après le document 1, quelle défaite marque la fin du Second Empire ? C'était la France qui capitule face à la Prusse. Soulignez la réaction des Parisiens à l'annonce de cette nouvelle. Alors vous n'aviez pas le document pour surligner, mais vous avez peut-être repéré. Donc vous avez ici la réaction des Parisiens qui ne se fait pas attendre, ils se révoltent. Quel nouveau régime politique est proclamé, quand et par qui ? Le régime politique, c'est la République, et elle est proclamée par Léon Gambetta le 4 septembre 1870. Cependant, qui remporte les élections organisées ensuite? Donc d'après la chronologie, ce sont les monarchistes. On vous dit une majorité monarchiste est élue aux élections législatives. Donc ça veut dire que, si vous vous rappelez bien, les élections législatives, c'est-à-dire que c'est pour élire l'Assemblée législative, et donc ça on l'avait vu en tout début d'année quand on avait abordé
le tout premier chapitre sur les Lumières, l'Assemblée législative, c'est celle qui permet de voter les lois. Donc imaginez, vous êtes dans un régime républicain, et les personnes qui sont censées voter les lois de la République, ce sont des monarchistes. Alors les monarchistes, qui c'est? Ce sont pas des monarques, c'est pas des rois, mais ce sont des personnes qui sont pour le régime monarchiste, c'est-à-dire que eux veulent le retour du roi. Donc vous allez voir que c'est un petit peu problématique. Dans la chronologie, on a évoqué le soulèvement des Parisiens, donc on va s'intéresser à ça. Parce que ça constitue en fait la deuxième grosse difficulté pour la République naissante. Vous avez quelques questions, vous pouvez répondre aux deux premières, à la question 5 et 6, à partir du document 2 que vous lisez là. La question 7, on va la faire avec un autre document que je vous montrerai juste après. Vous pouvez mettre pause donc pour avoir le temps de bien lire le document et de répondre aux questions. Alors, première question, d'après les documents 1 et 2, quelles raisons expliquent le soulèvement des Parisiens? Le document 1, c'était c'était la chronologie. Alors, les raisons du soulèvement des Parisiens, on le voit dans la première phrase du document. Donc on vous dit, dans le conflit douloureux et terrible qui menace encore Paris, des horreurs du siège et du bombardement. Donc en fait là, le conflit terrible dont on parle, c'est la guerre contre la Prusse, puisque rappelez-vous, ok, l'armée française capitule, Napoléon III est fait prisonnier, mais en fait, la France républicaine, donc la République qui vient juste d'être proclamée, elle continue le conflit. Donc les Parisiens craignent d'être encerclés, d'être pris au piège, assiégés et bombardés. Ils vont donc créer un gouvernement populaire qui s'appelle la Commune, donc la Commune de Paris. Ils vont avoir des revendications, c'était l'objet de la question 6. Ces revendications, c'est la reconnaissance et la consolidation de la République. C'est-à-dire que la Commune, c'est un mouvement profondément républicain. Ils veulent aller même au-delà, c'est-à-dire que eux, ils voudraient une République entièrement sociale, qui soit compatible avec les droits du peuple, comme c'est écrit juste après. Ils veulent aussi la garantie absolue de la liberté individuelle, la liberté de conscience, la liberté de travail, et donc l'intervention permanente des citoyens dans les affaires communales par la libre manifestation de leurs idées. Alors, comment va réagir le gouvernement face à cette révolte? Alors attention à ne pas confondre, hein. On parle de deux gouvernements. Dans le texte, on a la Commune de Paris, hein, avec une forme, on va dire, de gouvernement autonome, mais quand on parle du gouvernement s'installe à Versailles, le gouvernement issu des élections, ça c'est la République, hein. D'accord? Faut pas confondre les deux. Voici le document qui nous permettait de répondre à la question 7, et on va pouvoir faire un petit résumé à partir de cette carte. Donc vous avez en fait Paris, avec ses arrondissements. Vous reconnaissez la Seine ici. Pour ceux qui connaissent un petit peu Paris, ici vous avez l'île de la Cité, l'île Saint-Louis. Donc en fait, si on résume, en réaction à la défaite face à la Prusse, les Parisiens se révoltent. Donc vous avez ici, d'après la légende, les barricades des communards, un petit peu partout, Butte-aux-Cailles, Panthéon, Hôtel de Ville, la Bastille, Père-Lachaise, la Concorde, etc. Et ils vont créer un gouvernement autonome, que l'on appelle donc la Commune. Ce gouvernement va avoir lieu, va être effectif pendant plusieurs mois, de mars à mai. Les communards, donc ceux qui défendent la commune, souhaitent plus de droits, des libertés pour les ouvriers, plus des libertés pour les femmes. Ils veulent donc, comme je vous le disais, une république sociale. Seulement, question 7, comment réagit le gouvernement de Versailles? Donc là vous avez les armées versaillaises, c'est-à-dire les armées au service du gouvernement basé à Versailles. Là vous avez des petites flèches qui nous indiquent qu'en fait on va avoir une réaction armée, une réaction militaire, que l'on peut appeler une répression. Et cette répression a été baptisée
la semaine sanglante. Donc vous imaginez bien que pendant cette semaine-là, ils se sont pas offerts des fleurs et que ça a été un petit peu violent. Donc question 7, vous notez, la commune est violemment réprimée par le gouvernement. On revient sur cette semaine sanglante et quand est-ce qu'elle a eu lieu. Donc la semaine sanglante, elle a commencé du dimanche 21 au dimanche 28 mai 1871. Donc en fait c'est l'épisode final qui va sceller le destin de la commune de Paris, qui va être écrasée, et ses membres exécutés sur place. Donc ici vous avez des images de ces communards à gauche là, et de ce côté-là on a les soldats, les troupes versaillaises. Petite parenthèse très rapide, est-ce que ça vous rappelle pas un tableau que l'on a déjà étudié avec des gens qui sont fusillés par des armées dont on voit pas le visage? Voilà, petite parenthèse au 13 des maillots de Goya qu'on avait étudié ensemble. Vous pouvez maintenant noter en bleu, la Troisième République naît dans un contexte difficile. Tout d'abord, elle est en train de perdre la guerre contre la Prusse. Ensuite, les Parisiens se sont révoltés et ont constitué la Commune de Paris, avant d'être réprimés durant la Semaine sanglante. Et enfin, la République a été proclamée le 4 septembre 1870 par Léon Gambetta, mais la majorité élue aux législatives est monarchiste. Donc je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo parce que j'ai largement dépassé le temps que je voulais. Donc je vais du coup réduire le grand 2, mais c'est pas grave puisque vous avez vu beaucoup de choses déjà avec la vidéo sur Lumni. Pardon pour le pet dans le micro. Et donc c'est pas grave, et je vais faire le grand 2, grand 3 dans une seconde vidéo. Vous aurez le lien vers le quiz à la fin de la deuxième vidéo. D'accord? Donc là, votre seul travail, c'est d'avoir bien recopié le travail, enfin le cours, et puis vous êtes tranquille.